Bienvenue dans Euronews Soir. Nous sommes ensemble pour découvrir l'essentiel de l'actualité européenne et internationale. Voici les titres de ce journal. Le Liban, toujours sous tension, 2 mois après le début du soulèvement populaire. Une nouvelle manifestation s'est déroulée dans le centre de Beyrouth. Le Parlement a dû renoncer pour la 2e fois à l'examen d'une proposition de loi d'amnistie. Dans l'actualité également, l'ONU et l'Union européenne réaffirment l'illégalité des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée après le changement de position de Washington. Et puis le parquet de Suède abandonne des poursuites pour viol à l'encontre de Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, faute de preuves requises pour une condamnation. On terminera ce journal avec le film qui représentera la France aux Oscars, Les Misérables de Ladjli, un film coup de poing sur la vie dans les cités françaises. Le Liban est toujours sous tension, 2 mois après le début du soulèvement populaire. Les manifestants ont de nouveau perturbé une séance parlementaire aujourd'hui. L'examen d'une proposition de loi d'amnistie est de nouveau reporté. Romain Gauguelin. Le Parlement libanais a plié face à la pression des manifestants ce mardi et renoncé à l'examen d'une proposition de loi d'amnistie. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées devant le bâtiment pour empêcher les députés de rejoindre l'hémicycle. Après des semaines de contestation, les manifestants accusaient le pouvoir de vouloir absoudre des cas de corruption, un fléau au cœur des critiques qui sont faites au régime. Des accrochages limités ont éclaté avec les forces de l'ordre lorsque des manifestants ont tenté de forcer les barrières de fer qui bloquent l'accès à la Chambre des députés. Le Parlement a finalement décidé de repousser la séance à une date ultérieure. Le blocus des routes a empêché les législateurs de se rendre à la session. Il fallait donc qu'on reporte. Une fois l'annonce du report rendue publique, des manifestants ont exprimé leur satisfaction et appelé à la révolution. C'est ce que nous attendions. Nous ne sommes pas venus pour rien. Le Liban est secoué depuis le 17 octobre par un soulèvement qui réclame le départ de la classe dirigeante. Je vous le disais en titre, l'ONU et l'Union européenne réaffirment l'illégalité des colonies israéliennes en Cisjordanie au lendemain de l'annonce des États-Unis qui changent de position en considérant qu'elles ne sont pas contraires au droit. Marc Bouchage. Pour les Nations Unies, les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée restent illégales. L'ONU a tenu à rappeler sa position au lendemain de l'annonce de l'administration Trump, selon laquelle l'établissement de colonies de civils israéliens en Cisjordanie n'est pas en soi contraire au droit international. Nous continuons de suivre la position de longue date des Nations Unies, selon laquelle les colonies israéliennes violent le droit international. Un changement de position politique d'un État ne modifie pas la législation internationale existante, ni son interprétation par la Cour internationale de justice et le Conseil de sécurité. L'Union européenne a elle aussi réagi par la voix de sa haute représentante pour les affaires étrangères. Toutes les activités de colonisation compromettent la viabilité de la solution à 2 États et les perspectives d'une paix durable. Le Premier ministre israélien s'est pour sa part rendu en Cisjordanie mardi pour célébrer la décision américaine. L'administration Trump a réparé une erreur historique, défendu la vérité et la justice. Je remercie le président Trump et le secrétaire d'État Pompeo. Je pense que c'est un grand jour pour l'État d'Israël. Aujourd'hui, plus de 400 000 colons israéliens sont établis en Cisjordanie. Signe de la bonne entente entre les 2 hommes, en juin dernier, Benyamin Netanyahou a inauguré une nouvelle colonie sur la partie du plateau du Golan annexée et occupée par Israël, une colonie baptisée la colline Trump en l'honneur du président américain. C'était il y a 1 an, jour pour jour, le PDG de Renault, Nissan, Mitsubishi, Carlos Ghosn, était arrêté au Japon. Il a été libéré sous caution au mois d'avril dernier. Il est actuellement assigné à résidence à Tokyo dans l'attente de son procès. On retrouve dans la rédaction Raphaël Tavernier, journaliste pour l'équipe française. Raphaël, le procès de Carlos Ghosn ne devrait pas se tenir avant le printemps. Et oui Stéphanie, Carlos Ghosn est poursuivi pour abus de confiance aggravé et fausse déclaration pendant son mandat chez Nissan. Il risque jusqu'à 15 ans de prison, mais le président déchu nie tout en bloc et se dit victime d'une machination.
Pour ses avocats, les poursuites à son encontre reposent sur une collusion entre Nissan et les procureurs avec la bénédiction du gouvernement japonais. Le but, tuer dans l'œuf un projet de fusion de Renault et Nissan. Ils préparent avec minutie leur défense et comptent plaider non coupable pour tous les chefs d'inculpation. Alors aujourd'hui, les enfants de Carlos Ghosn se sont exprimés dans une tribune publiée sur le site de nos confrères de France Info. Ils ont dénoncé un système juridique japonais cruel, injuste. Ils réclament un procès équitable pour leur père, tout comme l'ont fait eux aussi dimanche des parlementaires français. Ils ont exhorté l'État français à œuvrer en faveur d'un rapatriement de Carlos Ghosn en France. Le ministre français de l'économie leur a opposé une fin de non-recevoir. Bruno Le Maire s'est refusé à toute ingérence de la France dans ce dossier au Japon. Un État, a-t-il dit, souverain et ami. Mais le procès de Carlos Ghosn pourrait débuter en avril prochain au Japon. Il devrait durer des mois, voire des années. Merci Raphaël pour toutes ces précisions. En Suède, il aura fallu près de 10 ans au parquet pour statuer dans une affaire de viol contre Julian Assange. Le fondateur de Wikileaks était accusé par une femme de l'avoir agressé en 2010. La justice abandonne finalement ses poursuites. Le rappel des faits avec Maxime Weiss. C'est une première victoire pour Julian Assange, le fondateur de Wikileaks. Les autorités judiciaires suédoises ont annoncé ce mardi que les poursuites pour viol contre lui étaient abandonnées. Il y était accusé d'avoir agressé sexuellement une femme en 2010. Pour la procureure adjointe, les actes d'enquête ont été épuisés sans apporter les preuves requises pour une condamnation. De son côté, Julian Assange avait toujours nié les faits de viol. La justice suédoise n'est jamais parvenue à le faire comparaître devant un tribunal suite à sa fuite en 2012 vers Londres et l'ambassade d'Équateur. Âgé de 48 ans, Julian Assange est toujours détenu dans une prison britannique. Selon l'ONU, son état de santé est inquiétant. Les États-Unis demandent son extradition. Il pourrait y être jugé pour espionnage et risque une peine de 175 ans de prison. Direction Malte, où le Premier ministre est prêt à offrir la grâce présidentielle à un homme en échange de son témoignage devant le tribunal. Cet homme, arrêté la semaine dernière, est soupçonné d'avoir été un intermédiaire dans l'assassinat de la journaliste Daphne Caruana Galizia. S'agit-il d'un tournant dans l'enquête sur le meurtre de la journaliste Daphne Caruana Galizia, assassinée à Malte en 2017 ? Un homme soupçonné d'avoir joué les intermédiaires entre le commanditaire et les personnes chargées d'exécuter le meurtre a été arrêté jeudi dernier par la police. Cet homme aurait déclaré connaître le commanditaire et être prêt à révéler son identité à condition d'être gracié, demande acceptée. Nous avons négocié avec les avocats de la personne une mesure sans précédent, selon laquelle je signerai une lettre garantissant immédiatement la grâce présidentielle si les autorités obtiennent toutes les informations et les preuves et qu'elles peuvent être corroborées devant la justice. Si la personne collabore avec la police et que ces preuves sont suffisantes pour poursuivre le commanditaire, alors cette personne obtiendra la grâce présidentielle. La journaliste Daphne Caruana Galizia a été assassinée en octobre 2017 dans l'explosion de sa voiture. Son meurtre avait alors provoqué une vague d'indignation en Europe. Je vous parlais hier de la pollution atmosphérique à New Delhi, en Inde. Une autre grande ville souffre d'un brouillard toxique dangereux pour la santé. Il s'agit de Sydney, en Australie. Voyez ces images impressionnantes commentées par Marc Bouchage. La ville australienne de Sydney suffoque à cause d'un important brouillard toxique. Ce dernier est alimenté par les incendies qui ravagent actuellement plusieurs parcs nationaux situés à une centaine de kilomètres de là. Les niveaux de pollution ont atteint des niveaux dangereux à Sydney. Nous avons observé d'importants problèmes de qualité de l'air associés à cette fumée pendant la nuit. Il y a eu une inversion qui a créé un plafond sur l'atmosphère et emprisonné l'air pendant la nuit et emprisonné la fumée provenant des incendies. Les habitants de Sydney ont reçu comme consigne d'éviter les activités physiques à l'extérieur. Les particules fines présentes en forte quantité dans l'air sont en effet susceptibles d'irriter le système respiratoire et d'aggraver les problèmes cardiaques et pulmonaires préexistants.
Que s'est-il passé ailleurs dans le monde? Voici, comme chaque jour, notre tour d'horizon de l'actualité vu par les autres équipes linguistiques d'Euronews et en partie en version originale. Nos confrères russes ont suivi les manifestations devant le Parlement à Tbilissi, la capitale géorgienne. La police anti-émeute a dispersé les manifestants anti-gouvernementaux. Ils campaient pour protester contre le rejet d'une réforme électorale pourtant promise par le pouvoir. Plusieurs militants de l'opposition ont été arrêtés. Notre équipe espagnole s'est quant à elle intéressée aux derniers développements en Bolivie. Nouvelle manifestation des partisans de l'ex-président de gauche Evo Morales et appel au dialogue de l'influente église catholique dans le pays pour sortir de la crise. Je vous rappelle que 24 personnes sont mortes en presque un mois dans les confrontations. Angela Merkel hat die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Afrika betont. Et puis nos confrères allemands ont suivi la conférence sur l'Afrique présidée par Angela Merkel et dont l'objectif était de promouvoir les investissements privés dans les pays africains qui participent au sommet. La chancelière allemande a souligné l'importance de la coopération de l'Allemagne avec l'Afrique. Zum Beispiel indem sie das Finanzsystem transparenter machen oder das Steuersystem verbessern würden. On termine ce journal avec une plongée très réaliste dans le quotidien des banlieues françaises. Le film Les Misérables a été tourné à Montfermeil, c'est en Seine-Saint-Denis, où est né le réalisateur Lajli. C'est un film choc sur les cités, inspiré de faits réels. Frédéric Ponsard l'a vu pour nous. J'en appelle à votre esprit d'équipe, la cohésion. Sans cohésion, pas d'équipe. C'est un film en forme de coup de poing, une plongée dans cette France périphérique des banlieues, si proche de Paris et si loin en même temps. Vous faites quoi là? Le film suit Stéphane, policier qui vient rejoindre la brigade anticriminelle à Montfermeil, en Seine-Saint-Denis. Avec sa nouvelle équipe, il va découvrir la vie au quotidien, dans les cités. T'es contente là? Ce premier film réalisé par Lajli fut l'une des révélations du Festival de Cannes de cette année, où il remporta le prix du jury. C'est un film important quand on voit ce qui se passe dans notre pays avec tout ce mouvement des Gilets jaunes. Moi je le dis, nous ça fait 20 ans qu'on est Gilets jaunes en banlieue, ça fait 20 ans qu'on revendique nos droits, ça fait 20 ans qu'on subit des violences policières. Donc oui, bien sûr que c'est un film qui est super important et on espère rapidement organiser une projection avec le président de la République. Il faut qu'il le voie absolument. Ici c'est notre vie. Depuis Cannes, le président Macron a vu le film et s'est-il prêt à agir pour les banlieues en déshérence. Lajli est né à Montfermeil, là même où Victor Hugo plaçait une partie de l'action des Misérables. Pour lui, la misère est toujours d'actualité. Tout le film est inspiré de faits réels et évite tout manichéisme en montrant le quotidien des policiers comme des habitants de la cité. C'est une aventure collective, comme je vous dis, nous, le collectif Cortrajmé a été créé en 96, ça va faire plus de 20 ans, ça fait plus de 20 ans qu'on évolue tous ensemble, qu'on fait nos films ensemble, qu'on se soutient. Je suis d'origine malienne, c'est une fierté, on espère que les portes vont s'ouvrir pour toutes les minorités qui ont envie de faire du cinéma. Vous n'éviterez pas la colère et les cris. La galère, c'est qu'il y a un drôle qui nous a filmés. Le film représente la France pour l'Oscar du meilleur film étranger. Il a aussi été vendu dans de nombreux pays, en Europe et dans le monde. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Restez sur Euronews, l'information continue. Très belle soirée, à demain.